Aujourd'hui, il y a mes enfants et une bonne partie de mon groupe qui joue le tambour, que j'ai donné des instructions. Et quel morceau qu'il faut jouer. Ce n'est pas les morceaux que vous entendez dans les concerts quand je suis à Paris ou bien à Sorano. Mais ça, c'est d'autres concerts. Parce qu'il faut faire appel aux esprits. Tout le monde parle du mbalakh. Mais je vais vous expliquer, le mbalakh n'est pas un rythme complet. C'est un seul accompagnement qui accompagne le rythme. Je vais vous montrer l'expérience. Ça, c'est du mbalakh, du sabar yaba. Nous, on est un groupe spécial. Je dirais même, sans trop nous vanter, qu'on est unique dans notre cas. On est un groupe qui est parti par des groupes d'amis. Depuis Dakar, donc il y a 15-17 ans. Et à partir de là, le groupe ne s'est jamais posé de problème. On n'a pas réalisé, c'est 10 ans plus tard qu'on a réalisé qu'on est quand même un groupe, après avoir fait beaucoup de choses. Donc, on a évolué plus en famille qu'en groupe de professionnels qui se retrouvent pour faire un produit. Je sais pas quoi vous dire. Tiens, lui, il a une grande gueule là-bas. Michel, tu viens parler avec les messieurs là. Tu sais, c'est pour nos clients qu'on emmène les noirs là, à Lomperrier, là, c'est pour ça qu'ils sont là. Bah, c'est-à-dire qu'on les emmène aux aéroports avec énormément de matériel, comme à chaque fois qu'ils se déplacent, mais on les voit souvent, on sait qu'ils ont pas mal de télé dans le monde entier, mais c'est tout. Mais c'est bon alors pour un chauffeur de taxi qui a un groupe de musiciens africains qui habite dans le coin, non? Non? S'il y a que ça va. Voilà, c'est ce qu'il faut répondre, je crois. Parce que ça en ramène beaucoup et c'est pas si bon que ça. C'est pour du racisme, hein. On a toujours des emmerdements avec les cacahuètes. La première difficulté pour garder notre communauté, ce fut d'abord de trouver un endroit où on pouvait mener la même vie qu'en Afrique. C'est-à-dire une maison grande comme celle-ci, on a toujours vécu comme ça. Ça a commencé par un petit studio où on gardait le matériel, on dormait. Et puis plus on a eu de moyens, on s'est payé une villa où on travaillait, on habitait, on répétait. Alors ça, c'était primordial pour nous. Arrivé à Paris, il nous fallait retrouver ça d'abord. Ce fut la première difficulté qu'on a eue. Bon, au niveau de l'intégration, nous, on ne peut pas prétendre de problème d'intégration. Tout immigré dans un pays est étranger. Et quelque part, tu le sens. Bon, ça, c'est pas un problème sur lequel on va s'apitoyer. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau professionnel, on a eu beaucoup plus de facilité à évoluer ici en France que d'évoluer en Afrique. Je crois que les premiers contacts ont été difficiles avec les autres voisins. Dans la mesure où les Africains disent facilement bonjour, par exemple, dans la rue, même s'ils ne connaissent pas les gens. Et les gens, ne les connaissant pas, ne répondaient pas. Moi, je parle de rester africain dans une case. Hein. Je vais avoir ma case, mais dans la case, je vais avoir un climatiseur et une chaîne stéréo pour faire de la symbiose. Je veux bien avoir une case en banco bien construite et tout, avoir un lit en rotin, avec un bon sommier matelassé. Tu comprends ce que je te dis? Moi, je ne réduis pas l'apport de l'Occident sur l'Afrique, ce qui est très important. Il faut que les Africains maintenant s'ouvrent, parce que l'Europe est un endroit où il y a une technique considérable que nous, Africains, aujourd'hui, on a besoin. Alors que bon... Prosper, c'est quelqu'un qui fait toujours partie du groupe, il est toujours parmi nous, malgré qu'il soit décédé.
Mais il fait toujours partie parce qu'on a commencé ensemble, ça fait plus de 25 ans que je connais Prosper. On a débuté le khalam ensemble, on a tout fait ensemble, donc on ne peut pas l'oublier comme ça de sitôt. Donc il fait toujours partie du khalam. Et les choses qu'on fait en ce moment, les choses qu'on fait, si tu veux, c'est comme une continuation des choses qu'il avait déjà commencé. Au départ, on copiait. On n'était pas des professionnels, on allait à l'école, c'est le samedi qu'on se rencontrait, on jouait un peu. Au départ, je vous dis une chose, de khalam jouait que pour des nanas, quoi. Parce que nous, on était je sais pas comment on appelle ça, quoi. Nous, notre problème, c'était le samedi, on organisait nous-mêmes nos booms, on finançait tout, on invitait les copines simplement pour filmer devant elles, tu vois. Donc on s'est dit quand même, il faudrait qu'on améliore un peu notre jeu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer comme ça à reprendre des tubes, il faut qu'il y ait quelque chose. On a d'abord commencé par essayer de jouer la musique traditionnelle sénégalaise en la jouant avec les instruments, les pianos et tout. La première fois qu'on a répété ça, on trouvait ça génial, tu vois. La première fois qu'on a joué ça dans un bal, l'organisateur du bal est venu nous voir en disant « Arrêtez ça, jouez-nous de la musique pour danser ». On a envie de danser. Et ça, c'était la musique traditionnelle sénégalaise que tu entends maintenant. C'est-à-dire jouée par des groupes de Sundour, John Sek. C'est la musique, c'est le mbalakh. On était les premiers à jouer le mbalakh. Et la première fois qu'on a joué ça dans un bal, le gars, il a failli nous amener des histoires parce que pour lui, c'est de la musique folklorique. Il fallait la mettre de côté. Il avait besoin de la salsa, des funk, des rock, quoi. Ça, c'est le mbalakh de Thiébou-Diène. Mais avec ces instruments-là, il fait du mbalakh, mais pas comme ce que je venais de faire. Ça, parce que il y a plusieurs sons différents entre le sabar et le mbang. Voilà le mbalakh du Thiébou-Diène. Ce que je venais de faire, ça, c'est le mbalakh du Thiébou-Diène. C'est la même chose que ce que je viens de faire tout de suite. Mais comme les tam-tams diffèrent, ça c'est le sabar, ça c'est le mbang, il faut ces deux mbalakh-là pour avoir un rythme. Oui, moi je suis installé en France depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et je l'ai choisi. J'ai choisi ce pays parce que je n'aurais pas pu m'installer en Angleterre ni aux États-Unis parce que francophone. Et donc Touré Kunda a vu le jour à Paris. Des fois, il m'arrive de dire si j'étais seul, je braverais tout. Mais je crois que ça m'a beaucoup arrangé qu'on soit plusieurs. Parce que des fois, c'est moi le dur, et c'est les frères qui obtempèrent. Et des fois, c'est eux qui sont les durs, ou un d'entre nous, et c'est les deux autres qui obtempèrent. Et je crois que c'est ça qui fait la force de Touré Kunda. Cette percée a permis une reconnaissance, en tout cas de la culture black et de l'existence black dans ce pays. Parce que nous chantons en général donc, dans toutes les langues de l'Afrique de l'Ouest, Wolof, Soninké, Mandeng, Diola. Et c'est la plupart de ces gens qui sont en général des immigrés ici.
Et cette percée a permis, je crois, cette reconnaissance d'identité quand même de ces gens qui, à un moment donné, rasaient les murs et à un moment donné se sont retrouvés dans une situation où ils pouvaient marcher la tête haute. Voici le mbalax du Ndawaragui. Youssou, I think, is a fantastic artist. I heard his voice, and for me, it was just extraordinary. I had shivers running down my spine, and I saw him then in Paris and Dakar, and then in London. And for me, I've been working with him now for 2 years, and it's been a fantastic experience. Great. Au début, j'avais peur quand j'arrivais juste dans un studio. J'étais impressionné, quoi. Je ne peux même pas dire que j'avais peur, mais j'étais impressionné. J'étais pas très fort, j'étais moins fort que sur scène ou à Dakar dans un club où on jouait. Mais maintenant, je pense que j'ai plus de confiance avec le studio parce que j'ai mis du temps quand même à travailler dans le studio. Je pense dans un premier temps, dès que tu arrives en tant qu'Africain ou Sénégalais ou n'importe quel Africain, quand tu arrives dans un studio moderne, tu es affolé, tu n'es plus toi-même, tu perds quelque chose, tu n'as plus de confiance. Moi, j'ai jamais pensé venir m'installer à Paris parce que, bon, je pense que j'aime plus Dakar, pour des raisons de famille, pour des raisons d'inspiration, pour des raisons de climat, beaucoup de choses. Je pense que je resterai toujours à Dakar et parce que je me sens mieux là-bas. Vous voulez qu'il aille à l'école, étudier, être une autre personne. Oui. Parce que c'est eu beaucoup de gens qui sont débutés de ce métier, mais finalement, ils sont gâtés par l'alcool ou par les petites femmes, partout. Alors ça ne m'intéresse pas qu'ils suivent cette voie-là. D'accord ma ci woon ginnaaw gi nag ma seet ni nit ku nekk li nga bëgg moom te bëgg na ko daal moom jël na ci bëgg-bëggam ma fekk si ko ci bëgg-bëggam. Enfin, au début, elle est comme moi, elle n'était pas d'accord. Mais suivant ces programmes de Youssou,
Alors, elle pense que vous mieux de les laisser, sans me le dire moi. Mais elle a pensé, avec Youssou, de dire que vous mieux de les laisser, qu'ils suivent ces mêmes voies. Je crois que parce que ce qu'il voulait, on ne peut pas le forcer d'aller étudier et il ne veut pas étudier. La musique pourrait s'appeler peut-être le sabar ou d'autres rythmes, le ndaurabine ou autre chose. J'ai beaucoup aimé le mot mbalak parce que c'est original, c'est beau. Et je pense aussi que c'est une musique à 80% Wolof. Et le Wolof, c'est la langue ou l'ethnie la plus forte au Sénégal. Donc je pense que je peux la définir, cette musique mbalak, comme étant la musique que j'aime plus et je me sens plus avec cette musique. Et je suis content quand je la joue uniquement, bien qu'aujourd'hui j'ai essayé de mixer cette musique mbalak avec autre chose, bon, qui me plaît aussi parce que j'ai voulu faire autre chose. Mais uniquement c'est ma musique favorite, le mbalak. À ce moment-là, le Mumbung fait ça. Tout ce que vous entendez, c'est le mbala. Mais ce n'est pas complet. Il faut absolument les autres instruments pour que ça soit heureux. Je m'appelle Babacar Niang et je suis le petit frère du célèbre batteur du groupe Khalam, Prosper Niang. Et mon groupe s'appelle Sénémali. Sénégalais, pour moi, il faut d'abord mettre un peu de mbala dans ta musique. Même si tu joues funk et tout, mais il faut y mettre toujours du mbala. La mbala pour nous, c'est notre tempo, quoi. Ouais, c'est notre tempo. Ouais. Attends, j'appelle mon fils. On va inclure le mbala. Mais comme nous sommes deux, la main toute seule va faire le rythme du gorong et le rythme de l'âme sur le même instrument et moi je fais le mbala pour vous montrer ce que ça fait.
le rôle du mbalax. Maintenant, tout le monde parle du mbalax, mais il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire le mbalax. Le mbalax, c'est cet instrument-là qui font le mbalax, c'est ces deux-là. Le nder ou le mbongbong. Et ils font une partie du rythme. S'il n'y a que le mbalax, ce n'est pas complet. S'il n'y a que le talbat, c'est incomplet. S'il n'y a que le lamb, c'est incomplet. Il faut absolument le tout pour que ça soit un seul rythme. Pourquoi nous avons choisi Paris? C'est à cause de la langue déjà, parce que nous sommes des Sénégalais. Et puis parce que depuis 1983, nous sommes en train de faire une promotion à partir d'ici. Notre producteur est un Français, alors celui qui s'occupe de tous les problèmes concernant les contrats et les tournées. Et depuis 1983, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque année, on vient à Paris pour soit faire des concerts, soit pour enregistrer, et soit aussi pour aller dans les autres pays. Et là, nous sommes à Dakar, au Tchossan, où nous évoluons tous les mercredis et les vendredis. Et nous sommes en train de répéter pour préparer notre tournée en Europe. Et Super Diamano, c'est un groupe qui bouge beaucoup. Nous sommes souvent entre l'Europe et le Sénégal. Et voilà, c'est là le Tchossan où nous évoluons tous les jours.
ñu boole Afrika ñu may ko xel mbir mi gën fi leen ñu may ko noppa mbir mi gën fi baax yaa xoolal